Il est 18 h GMT, c'est le moment de vous informer sur le journal dans l'intelligent.tv, la web TV dont vous rêvez. À présent, les titres. À la une, le 34e sommet de l'UA, marqué par la participation du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, s'est déroulé via visioconférence. Communiqué du ministre des Transports sur les mesures barrières obligatoires pour la lutte contre le Covid. Interview spéciale avec le ministre des Sports Dan Opolan dans À vous la parole. Nous vous proposerons un reportage spécial sur le parcours remarquable de feu Laurent Dona Fologo, décédé le 5 février dernier du coronavirus. Ce reportage a également valeur de représentation des condoléances de l'intelligent.tv à la famille éplorée. Du 6 au 7 février dernier, le 34e sommet de l'Union africaine UA a réuni le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire et ses pairs par visioconférence. Le Congolais Tshisekedi succède au Sud-Africain Cyril Ramaphosa en tant que nouveau président de l'Union africaine. Ibrahim Khalil nous en dit plus. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a pris part au 34e sommet de l'Union africaine qui a eu lieu du 6 au 7 février 2021 par visioconférence. L'un des temps forts de ce sommet a été le renouvellement des instances. Ainsi, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a été porté à la tête de l'institution pour la période de 2021-2022. Il remplace à ce poste le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Si la présidence de l'Union africaine a changé de locataire, celle de sa commission reste intacte. Le Tchadien Moussa Faki Mahama a été réélu au poste de président de la commission de l'Union africaine pour un mandat de 4 ans. Il a obtenu 51 voix contre 3 abstentions au premier tour. Par contre, 2 postes de commissaire restent à pourvoir en juillet 2021. Il s'agit de celui de commissaire à l'éducation, la science, la technologie et l'innovation et celui de commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social qui était convoité par l'Ivoirien Justin Kofi dont la candidature avait été retirée par la Côte d'Ivoire. Amadou Koné, ministre des Transports, invite à travers son communiqué du 2 février tous les acteurs dans le domaine du transport à respecter... Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 et en application des décisions du Conseil national de sécurité du 21 janvier 2021, le ministre des Transports rappelle aux transporteurs, conducteurs et usagers de la route que le port du masque dans les gares routières et les véhicules de transport en commun de personnes est obligatoire. Il invite par conséquent les gestionnaires des entreprises de transport à veiller à la disponibilité des masques pour leur personnel, notamment les conducteurs et auxiliaires exerçant sous leur responsabilité. Les conducteurs de transport à exiger le port du masque à leurs passagers. Les responsables de gares routières à équiper celles-ci des dispositifs des dispositifs de lavage de mains et de participer à la sensibilisation des usagers des 10 gares au port du masque. Le ministre du Transport en appelle à la responsabilité et au sens du civisme des transporteurs, conducteurs et usagers de la route, tout en les invitant au respect strict des consignes de sécurité sanitaire. Après l'interview du ministre des Sports Dan Opolan réalisée par l'équipe de l'intelligent.tv, suivons ensemble ce qu'il en ressort. Il nous dit par la suite, dans cette interview évidemment, la candidature de Jacques Anouma à la présidence de la CAF. Comment pouvez-vous définir et présenter le candidat Jacques Anouma? Jacques Daniel Bernard Anouma est un homme passionné de football, passionné de sport. Il a consacré plusieurs décennies à la gouvernance du sport, a participé à la création, à l'animation et a porté le football dans notre pays. D'ailleurs, il a été plusieurs années à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Il en est même le président honoraire aujourd'hui. C'est un homme donc de vision, un homme d'action et un homme d'engagement. On connaît sa rigueur, on connaît son professionnalisme. Et donc je pense qu'il a beaucoup de qualités
et comme il le dit lui-même, pour servir le football africain. Qu'est-ce qui pourrait faire la force de Jacques Anouma dans cette joute électorale pour la présidence de la CAF? Comme je le disais, il est dans les arcanes du football international. Il a dirigé l'UFOA, vous savez bien, il a dirigé l'UFOA. Donc dans toute la sous-région, il est connu. Il a été membre de plusieurs instances de la CAF, de la FIFA. Donc le sport et sa gouvernance au niveau des fêtières internationales, il connaît très bien. Il connaît très bien, rien ne lui est inconnu au niveau de toutes ces fêtières internationales. Il a une bonne expertise, une bonne expérience. Il a toujours été au contact des fédérations. Et je pense qu'aujourd'hui, il a présenté un programme très pertinent qui fait que beaucoup de fédérations ont décidé de lui apporter leur confiance parce qu'il est capable d'apporter une nouvelle rigueur, une renaissance de ce milieu qui a été marqué par beaucoup de tribulations. Aujourd'hui, le football africain a besoin de sortir des cendres du passé et construire une nouvelle gouvernance marquée par une vision prospective qui met aussi l'honneur des Africains qui constitue aujourd'hui le gros lot des professionnels sur le plan international. Il s'agit de redorer l'honneur de l'Afrique, de redonner plus de visibilité au management de nos footballeurs et surtout apporter une plus grande transparence dans la gestion de football africain. Et je pense que si cela est fait avec professionnalisme, avec rigueur, avec la détermination et la vision du président Jacques Anouma, on devrait avoir une nouvelle rampe de lancement pour les jeunes générations en matière de football en Afrique et nous pensons même dans le monde. Vous engagez des missions diplomatiques ce week-end sur le continent africain dans le cadre de la diplomatie sportive et la campagne électorale pour l'Ivoirien Jacques Anouma. Quelle sera la feuille de route des missionnaires? La candidature de notre compatriote Jacques Anouma est portée par le gouvernement de Côte d'Ivoire et sur instruction de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Nous portons des messages de fraternité, d'amitié et de soutien, de demande de soutien à nos homologues ministres des Sports du continent africain. Et nous saisissons l'opportunité pour porter le message du président de la République à ses homologues, pour dire que la Côte d'Ivoire pense aujourd'hui avoir un fils capable de donner plus d'énergie, plus de visibilité et plus de résonance au football africain. Donc nos missions ont pour but essentiellement d'exprimer la fraternité que la Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, pays ouvert sur l'Afrique et sur le monde, a toujours exprimé. Et donc nous sommes porteurs de la chaleur ivoirienne vers nos frères africains pour leur dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, qui est une terre de fraternité, d'hospitalité, a besoin de leur soutien pour qu'un de ses fils puisse donner son énergie, son expertise pour servir le football africain. Voilà la teneur de message que nous portons au nom du président de la République à ses homologues, d'une part, et d'autre part à nos homologues ministres des Sports. Et puis nous pensons qu'après, le reste, c'est l'affaire des fédérations. Ils se connaissent, mais nous avons le devoir d'exprimer à la face du monde, à la face de nos confrères africains, que nous avons de la valeur, nous avons une bonne valeur, une pépite d'or que nous voulons offrir à l'Afrique pour servir le football africain. Pensez-vous que la diplomatie a sa place dans cette bataille électorale? Non, je pense qu'il faut dissocier les choses. Il faut bien exprimer les choses. Je pense qu'il faut bien exprimer les choses. Un compatriote a décidé de mettre son expertise à la disposition de la Confédération africaine de football. C'est d'abord les fêtières nationales qui votent, qui sont membres de cette organisation, donc qui auront le dernier mot. Mais nous avons le devoir, sachant que nous avons un de nos fils qui a de la compétence, de la rigueur, qui est très engagé, qui a un bon profil, nous avons le devoir, en tant que gouvernement, au nom de la communauté nationale, d'exprimer notre soutien à ce frère.
Et c'est ce que nous faisons tout simplement. Alors, et nous le disons, et nous le présentons ainsi qu'il est à l'ensemble de nos homologues et de nos frères. Ça, c'est notre mission. C'est une mission de soutien et d'intérêt national. C'est tout. Bon, maintenant, après, c'est une question de fédération. Ils se connaissent, ils connaissent leurs projets, ils connaissent les individus, ils sauront porter leur choix. Mais nous avons le devoir de dire, et nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs à le faire. Vous avez vu que d'autres délégations sont venues nous rencontrer, des autres pays frères, pour exprimer aussi leur soutien à leurs compatriotes. Donc, ce sont des pratiques familiales et africaines, de dire simplement qu'on a un bon fils et qu'on souhaiterait qu'une attention particulière lui soit accordée, sachant bien que le dernier mot reviendra aux fédérations, parce qu'il s'agit avant tout d'une fêtière de fédération de football. Au moment où la Côte d'Ivoire est engagée dans cette bataille diplomatique, le Sénégal, la Mauritanie sont aussi sur le même terrain. Finalement, l'Afrique de l'Ouest présente 3 candidats. N'est-ce pas un handicap? C'est vrai qu'il aurait été, l'idéal aurait été que la sous-région ouest-africaine, la CEDEAO d'une manière générale, ait un seul candidat. Cela aurait été plus pertinent et plus avantageux pour notre candidat. Mais nous pensons qu'il n'est pas tard. Et c'est l'objet des rencontres que nous avons avec les uns et les autres. C'est de voir comment trouver des points de convergence pour qu'au final, le 12 mars, à Rabat, il n'y ait qu'une candidature unique de l'Afrique de l'Ouest et qu'elle soit portée par tous pour aller vers la victoire. Mais ça, ce sont des négociations qui continuent, ce sont des échanges fraternels qui continuent et nous avons beaucoup d'espoir que les points de convergence seront trouvés le moment venu pour que le 12 mars, tous se rangent derrière le candidat le plus ancien, le plus expérimenté et qui pourra mieux porter les valeurs de l'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas de toute l'Afrique sur le plan international en ce qui concerne le football. Les pays de la zone du candidat sud-africain ont décidé de soutenir Motsepe, ce qui fait déjà 14 voix. Cela vous inquiète-t-il? Non, ce sont des proclamations. Moi, je pense qu'il faut faire très attention. C'est une campagne électorale. Entre les proclamations, les incantations et la réalité, il faut toujours attendre au dernier moment pour voir la réalité du terrain. Donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans cette région dont vous parlez, nous avons au moins 5 soutiens. Donc, c'est pour vous dire que ces soutiens sont avérés et je ne peux pas en dire plus. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes en pleine période électorale. Il y a des proclamations, mais il faut attendre toujours au dernier moment pour voir les dénouements effectifs et qui correspondent à la réalité du terrain. Vous étiez au Cameroun où vous avez échangé avec Issa Hayatou. Est-il favorable à la candidature de Jacques Anouma? Je pense qu'il aura l'occasion lui-même de préciser sa pensée, ses intentions, mais je peux vous assurer que le président Hayatou, qui est un homme d'expérience, qui a porté pratiquement sous les fonds baptismaux la Confédération africaine de football, est un homme de grande valeur, un homme de vision et surtout un homme qui aime l'autorité, qui aime réaffirmer l'autorité de l'Afrique en matière de gouvernance du football. Et aujourd'hui, avec la déliquescence que nous constatons autour de la CAF, on a besoin de revenir aux valeurs fondamentales incarnées par le président Hayatou et qui nous l'a affirmé lors de l'audience que nous avons pu avoir avec lui et qui nous confirme qu'il apportera son soutien sans faille à la candidature de Jacques Anouma parce qu'il pense qu'elle est la plus expérimentée, la plus valable et fondamentalement la plus experte comme candidature pour porter sa vision et le football africain. Issa Hayatou a annoncé en Côte d'Ivoire en février. Est-ce dans le cadre de la campagne pour Jacques Anouma? Il répond à l'invitation, le président Hayatou répond à l'invitation du gouvernement de Côte d'Ivoire pour d'une part présenter ses condoléances à son fils, à la famille de son fils, présenter ses condoléances à la famille de son fils Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football qui nous a quitté récemment de très regrettée mémoire. Il vient partager et prendre sa part de douleur que nous avons tous subie avec le rappel à Dieu du président Sidi Diallo. Il vient aussi nous confirmer sa vision de ce que doit être
la gouvernance du football africain à travers le soutien qu'il compte clairement apporter à l'ambassadeur Jacques Anoma, qui, selon sa conception, est un homme engagé pour le football, qui a fait le parcours du combattant depuis la gouvernance de clubs de base, de la création de clubs, jusqu'à la direction de la fédération et la participation à toutes les instances des fêtières de la CAF et de la FIFA. Donc il vient aussi pour cela, retrouver la famille ivoirienne qu'il a adoptée, et il vient présenter ses condoléances à la Côte d'Ivoire et à la famille de notre très regretté président Augustin Sidi Diallo. Nous l'attendons avec beaucoup d'impatience, parce que nous pensons que son passage en Côte d'Ivoire pourrait être un déclic, un tournant essentiel dans cette campagne engagée pour la Confédération africaine la présidence de la Confédération africaine de football. Alors, monsieur le ministre, cette interview a également filmé pour le compte de la web télé de l'intelligent.tv, qui sera lancée prochainement. Votre impression sur une telle initiative? Mais c'est une très bonne initiative, parce que M. Alafé a toujours été au cœur des mutations dans le domaine des médias, en créant plusieurs journaux, en participant à plusieurs journaux. Et aujourd'hui, il est important d'être multimédia. D'être multimédia si l'on veut exister dans cet environnement très concurrentiel de la communication. Avec le développement de l'économie numérique, avec le développement de l'Internet, l'information circule très vite. Il faut donc avoir plusieurs cordes à son arc, et je pense que cette initiative est une très bonne initiative. D'autant plus qu'elle est lancée un jour symbolique, le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter que cette initiative soit dans le cœur de tous ceux qui sont amoureux de bonnes choses, amoureux d'informations, amoureux de sport et amoureux des médias. Donc, bon vent à cette initiative de Intelligent TV, et que par le rayonnement de cette nouvelle initiative, l'intelligent soit toujours au cœur du développement des médias dans notre pays. Nous sommes à quelques jours de la Saint-Valentin. À l'occasion de la célébration de la fête des amoureux, quel message pouvez-vous lancer aux acteurs du sport en Côte d'Ivoire? La Saint-Valentin a pris une tournure très commerciale, mais en même temps, c'est une bonne initiative parce qu'elle nous rappelle que tout ce que nous faisons doit avoir comme socle l'amour. L'amour est au-dessus de tout. Et ça nous permet de rappeler les paroles de Saint Paul aux Corinthiens, le chapitre 13, qui nous dit que l'amour accepte tout. L'amour pardonne tout. L'amour n'est pas orgueilleux, ne se remplit pas d'orgueil. C'est dire qu'à l'occasion de la Saint-Valentin, nous devons méditer l'hymne à l'amour de Saint Paul, pour que nous puissions savoir que le socle de notre vie doit être l'amour. Nous aurions dû parler toutes les langues du monde, avoir tout dans le monde. Si nous n'avons pas la charité, si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Comme diraient les latins, Deu caritas est, Dieu est amour. Donc faisons en sorte que nous soyons nous-mêmes fils de Dieu, en étant des artisans de paix et porteurs d'amour. Monsieur le ministre, difficile de terminer sans vous poser une question par rapport à la politique, puisque vous êtes candidat aux législatives dans votre commune à Tékoubé. Quand le FPI était au pouvoir, cette commune avait été donnée comme son fief. Avec la participation de tous les partis aux élections, avez-vous des craintes de la victoire du RHDP? Non, je voudrais vous dire que c'est une bonne initiative aujourd'hui que tous les partis politiques aient décidé de prendre part aux élections législatives. Nous allons avoir donc le réel baromètre, le réel poids des uns et des autres sur le terrain. Les Ivoiriens auront l'occasion de se prononcer sur la politique menée par le président Alassane Ouattara.
Et vous verrez que les Ivoiriens ont compris qu'il y a un temps pour faire de la politique politicienne, faire des incantations, des stratégies politiques sans lendemain et apprécier le vécu quotidien. Quand on est dans un pays qui a, malgré les vicissitudes du coronavirus, n'a pas basculé dans la récession grâce à la vision prospective du président Alassane Ouattara, qui a mis en place un plan de riposte sanitaire très efficace et qui a couplé cela avec un plan de soutien économique, social et humanitaire qui a fait que notre pays n'a pas connu la récession, mais plutôt a gardé un taux de croissance. Un pays qui se construit du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Il se voit tous les jours des projets structurants, d'écoles, d'hôpitaux, d'infrastructures routières, de l'eau, de l'électricité, partout. La Côte d'Ivoire est en chantier et est en marche. Et c'est cela que les Ivoiriens vont choisir le 6 mars prochain. Donner une majorité au président pour qu'il puisse approfondir et élargir les sillons du développement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous n'avons aucune crainte en ce qui nous concerne à Atekoubé, et même d'une manière générale en Côte d'Ivoire, que nous allons avoir la majorité qualifiée pour continuer à assurer le développement de notre pays. Je peux vous donner l'assurance que, en ce qui nous concerne, nous sommes sereins et nous sommes très confiants que les 2 postes d'Atekoubé reviendront naturellement au RHDP et beaucoup d'autres postes en Côte d'Ivoire seront gagnés par le RHDP parce que nous sommes la seule alternative crédible pour le développement de notre pays. C'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité à la fois de parler du sport, du football, de la candidature de notre compatriote, l'ambassadeur Jacques Bernard Daniel Anoma, une candidature qui est portée par le gouvernement et qui est portée par le président de la République, portée par tous les Ivoiriens qui aspirent à donner le meilleur de leur fils pour servir le football africain. Merci de m'avoir donné l'opportunité aussi de parler du RHDP, de notre candidature aux législatives, qui est source d'espérance pour les Ivoiriens qui n'aspirent qu'à la paix et au développement. Il fut l'un des grands hommes politiques de Côte d'Ivoire. Il a marqué des générations par son dévouement à la politique bien faite. Aujourd'hui, Laurent Dona Fologo s'est éteint, digne fils du pays. L'équipe de l'intelligent.tv a retracé toute sa vie dans ce reportage qui est également la présentation des condoléances de notre équipe, la rédaction, toute la famille du défunt. L'hommage à Laurent Dona Fologo, c'est maintenant avec ce reportage de Ibrahim Khalil. L'on ne finira jamais assez de le dire, le coronavirus est bel et bien une réalité. Et il vient encore de prouver son existence en arrachant à l'affection du peuple de Côte d'Ivoire l'un de ses illustres fils. Laurent Dona Fologo n'est plus. Il est passé de vie à trépas dans la nuit du vendredi 5 février 2021 à Abidjan des suites de la Covid-19. Au-delà du choc ressenti, l'on est en droit de se demander qui était Laurent Dona Fologo. Quel parcours politique laisse-t-il à la postérité au bout de près de 82 années d'existence? Laurent Dona Fologo, dont le patronyme Dona Fologo signifie en sénoufo « celui sur lequel veille son père », est né le 12 décembre 1939 à Péguékaa, un village situé à 6 km de Sinématiali, dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans une famille polygame musulmane. Mais lui, il fut un chrétien catholique jusqu'à la fin de ses jours. Même s'il a lui-même souvent mis cette situation au compte du hasard, elle peut s'expliquer par le fait qu'il a fréquenté une école catholique, la seule d'ailleurs à l'époque de Sinématiali, et par le fait qu'il a vécu chez un prêtre qui lui a donné affection, gîte et couvert au cours de ses premières années de vie. Sa mère était la dernière et la plus jeune des 3 épouses de son père.
Elle a donné à Laurent Donafologo 5 cadets dont 2 filles et 3 garçons. Après l'école primaire à Sénématiali et à Ferkessédougou, puis le premier cycle secondaire au cours normal de Bouaké, il a obtenu à l'école normale de Dabou, appelée aujourd'hui lycée normal Tiapani, son baccalauréat en 1960, année de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Cette accession à l'indépendance du 7 août 1960, il ne l'a pas vécue sur la terre de ses ancêtres, puisqu'il se trouvait en ce moment en France, à Grenoble, après avoir réussi au concours des Français d'outre-mer. Un concours qui donnait le droit à seulement 2 étudiants par territoire à 1 mois de vacances en France, tout frais payés à l'époque. Revenu au pays au terme des vacances, Laurent Donafologo intègre le centre d'enseignement supérieur qui était le premier nom de l'université Félix Houphouët-Boigny et qui était situé au lycée classique d'Abidjan pour y suivre des études en histoire, aspirant alors à être professeur d'histoire. Mais 3 mois après, ce rêve s'est mué en passion pour le journalisme. Il s'envole alors de nouveau pour la France pour un stage d'1 an et demi en journalisme organisé par l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, avec 2 autres Ivoiriens dans le groupe, Faustin Kofi, ancien directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale en son temps, Philippe Grégoire Yassé et Dominique Dago qui a exercé à l'agence ivoirienne de presse AIP. Nous sommes en 1961 et il n'a que 22 ans. De là, il réussit à rentrer dans la prestigieuse école supérieure de journalisme de Lille, à la suite d'un concours au terme duquel il est classé 2e. Cela fait de lui le premier Ivoirien à intégrer cette école de cette manière. Il en ressort 3 ans plus tard après qu'il a soutenu son mémoire de fin d'études, avec la mention bien en novembre 1964, et regagne son pays natal riche de plusieurs mois de stage dans les journaux français tels que Le Monde, Le Figaro, Progrès de Lyon, La Voix du Nord à Lille, Dernières Nouvelles d'Assas. De retour en Côte d'Ivoire, Laurent Donafologo fait la rencontre du président Félix Houphouët-Boigny, appelé le Vieux, par l'intermédiaire de Philippe Grégoire Yassé, président de l'Assemblée nationale d'alors. Le Vieux le nomme rédacteur en chef du journal ivoirien pro-gouvernemental Fraternité Matin, dont la première parution remonte à décembre 1964 et qui venait de remplacer Abidjan Matin qui, lui, était un journal du colonisateur. Tout jeune et tout premier rédacteur en chef de ce média, Laurent Donafologo assure cette responsabilité jusqu'en 1974. Étant à la tête de ce quotidien proche du PDCI, parti unique à l'époque, le fils de PGKA devient tout naturellement membre du parti. Commence alors un long parcours politique durant lequel il sert le pays à de hautes fonctions. Laurent Donafologo a été ministre sous le président Félix Houphouët-Boigny de 1974 à 1989. Il occupe d'abord le ministère de l'Information, puis ceux des Sports et de la Solidarité nationale. En 1996, il revient dans le gouvernement ivoirien, cette fois sous la présidence de Henri Konan Bédié, en qualité de ministre d'État jusqu'en 1999. Il a assuré aussi le poste de secrétaire général du parti septuagénaire de 1990 à 2000. C'est à l'issue du congrès post-élection présidentielle de l'an 1990 qu'il accède à ce statut au sein du PDCI-RDA. Et ce, après une série de déconvenues, notamment son départ du gouvernement sous Félix Houphouët-Boigny et sa défaite aux législatives à Sénématiali en 1990. Il a également dirigé la présidence du parti en qualité d'intérimaire après le coup d'État qui a renversé Henri Konan Bédié et qui l'a conduit en exil en France en 1999. En 2000, l'ancien élève de l'école supérieure de journalisme à Lille est nommé à la tête du conseil économique et social par le président Laurent Gbagbo, devenant ainsi la 3e personnalité du pays. Il exercera cette fonction jusqu'à la chute du fondateur du Front populaire ivoirien FPI en 2011. Au cours de cette décennie, il crée le Rassemblement pour la paix RPP en 2003 après avoir claqué la porte du PDCI. Cela en conséquence à sa défaite face à Henri Konan Bédié au congrès du parti en 2001. Nous avons rencontré Ben Ismaël, conseiller du directeur général de l'intelligence d'Abidjan Alafé Wakili. Lui et Laurent Donafologo ont été des condisciples. Leur première rencontre remonte à 1965. Il parle de celui qui a été également son collaborateur au journal Fraternité Matin. Laurent Donafologo, je connais depuis à Beauville, comme à Botoyao, à l'école. Et puis, nous avons fait le journalisme ensemble comme un métier. Moi, à l'Institut supérieur de Berlin, lui était également à Lille,
en formation à Lille. Donc, c'est à partir de là que nous nous rencontrons à Fratmant, lui en tant que rédacteur en chef. Et moi, j'étais d'abord pigiste. Le pigiste, sur un journal, c'est celui qu'on paye par la ligne. On était payé 50 francs la ligne et plus la photo. Alors, on a travaillé dans ça. Et puis, Fologo était un cousin à M. Daouda Koulibaly, qui était le premier préfet d'Aboville, en 1969. Donc, Fologo me demande, bon, c'est mon oncle qui est à Beauville, il faut l'aider à sortir de sa première fonction de préfet. Donc, je suis affecté, je dis bien affecté à Beauville comme correspondant pendant un long moment, 2 ou 3 ans. Et puis, nous avons fait la foire de la Nyebi en 1972, qui avait regroupé tous les ministres du Fouet-Baïn, c'est-à-dire le Mohamed Tchekoura Diawara, qui était ministre du Plan, le président Philippe Yassé Grégoire, qui était président de l'Assemblée nationale, le ministre Sawadogo Abdoulaye, qui était le ministre de l'Agriculture. Donc, chaque journée, à la foire, avait un passage d'un ministre. Et ce succès fait partie du succès de ma mission. C'est là notre rencontre. Et je viens, quand je suis retourné à l'agence, au siège de Fraternité Matin, c'est à ce moment donc que notre, je ne vais pas dire amitié, mais la connaissance s'approfondit. Fologo était directeur, était rédacteur en chef de Fraternité Matin, directeur général adjoint, parce que c'est Mamadou Koulibaly, l'ancien président du Conseil économique, qui était le directeur général. Voilà, c'est là que nous commençons et nous travaillons ensemble. Laurent Dona Fologo a incarné une certaine idée de l'esprit républicain. Pour lui manifester affection, admiration ou peut-être une forme de reproche affectueux malgré tout, des populations ivoiriennes disaient de lui qu'il incarnait le fologoïsme, un mot fondé à partir de son nom pour exprimer cet esprit républicain qui consiste à choisir la stabilité politique et à refuser la politique politicienne. Une chose que Ben Ismaël retient également de lui. Les gens n'aimaient pas sa façon de faire. Parce qu'on dit non, quand c'est bien ici, il va ici, quand c'est là, il va ici. Et que lui-même a dit ça, que là où le soleil brille, là, c'est là où il met ses habits. Mais ça, c'est un adage, c'est nouveau, c'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre. Parce que Houphouët-Boigny lui-même, quand il était en France, en constituant en France, en assemblée constituante, il était communiste. Du communisme, il est venu avec la droite de ceux de Gaulle. Et c'est là que les Senghor et Sékou Touré de Guinée, Senghor du Sénégal, l'ont combattu. C'était une fausse idée pour eux, c'était une fausse idée. Donc, Laurent Dona Fologo est sur cette ligne-là. Là où il y avait les institutions, là où il y avait la règle du jeu, il est là-bas. Donc on dit que le type est un transhumant. Il fait de la transhumance, il va ici quand c'est bien, il va à Laurent Gbagbo quand c'est quand, il vient à Alassane quand c'est bon. Non, parce que lui, il voulait sauver les institutions. Parce que si tu es belliqueux en face de ceux qui ont les institutions, c'est une peine perdue. Alors il faut être là-bas, même s'il est là-bas, il peut combattre, il ne peut pas savoir comment les gens se battent là-bas. Et c'est ce qu'il a fait. Sinon, il n'était pas en sainteté avec Laurent Gbagbo. Mais quand Laurent Gbagbo, le FPI marche, ils ont fait 3000 militants qui marchent. Le lendemain, il faut le faire marcher le PDCI. Nous, on a 6000 militants. Bon, ce jeu-là, les gens ont ça dans la tête pensant que c'était des adversaires. Ce n'était pas des adversaires. Ce sont des amis qui ont créé ce truc, cette façon de faire pour faire avancer. Parce que quand tu prends... Après, il est revenu dans le gouvernement de Laurent Gbagbo comme président du Conseil économique et social. Vous voyez, donc, on ne peut pas comprendre ça, mais il faut le comprendre parce que le jeu politique, c'est comme les jeux de dames.
Pourtant, l'on peut être d'accord pour reconnaître que Laurent Donafologo est bien un homme d'engagement et de conviction qui a su dire non lorsqu'il le fallait, notamment au moment de la mort du président en 1993 dans la querelle de succession et aussi lors de la candidature de Guéhi Robert en 2000. Au nom de ce réalisme politique ou esprit républicain, Laurent Donafologo a ainsi pu avoir des relations cordiales avec le président Alassane Ouattara, dont il ne fut pas collaborateur après avoir servi la République sous Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, son homonyme. Ces dernières années, il avait effectué son retour au PDCI RDA sans y occuper de poste. Laurent Donafologo avait ainsi tourné le dos au parti qu'il avait créé et dont il avait laissé la direction à Ouattara Nyonzié, un de ses fidèles. Revenu au PDCI, Fologo était resté modéré et avait ensuite refusé de ruer sur les brancards lors de la rupture au sein du RHDP, marquée par les désaccords et le conflit entre le président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Appelé affectueusement LDF, les initiales de son nom, Laurent Donafologo est aussi connu pour avoir été, au nom du président Félix Houphouët-Boigny, le précurseur, l'émissaire du dialogue préconisé avec l'Afrique du Sud pour mettre fin au régime raciste de l'apartheid. En guise d'hommage et de reconnaissance à cette posture politico-diplomatique de la Côte d'Ivoire, tout en maintenant un soutien à la lutte des Noirs sud-africains pour leur émancipation, Nelson Mandela effectuera un de ses premiers voyages après sa sortie de prison dans le pays d'Houphouët-Boigny, à Yamoussoukro, en novembre 1991. Laurent Donafologo a été un grand acteur et un témoin majeur de l'histoire de la Côte d'Ivoire post-indépendante. De 1964 à sa mort, il a totalisé 57 ans de vie politique et publique, jamais marqués par des malversations et des scandales comme ceux que l'on voit de plus en plus avec des acteurs politiques et publics. Le seul reproche de cette vie publique est sans doute lié à cette forme d'intégrité d'un homme généreux, d'un homme connu pour son sens de partage à son propre détriment au profit des siens. Adieu, grand serviteur de l'État. Adieu, LDF. La Saint-Valentin continue cette semaine sur l'intelligent.tv. Terminons donc ce journal avec de l'amour en suivant des astuces de la maquilleuse professionnelle Holly Cup pour un maquillage spécial Saint-Valentin. Bonjour, je me présente, je suis Madame Holly Io, responsable de la première école 100% maquillage d'Abidjan et d'Afrique de l'Ouest francophone. Saisi une opportunité au cinéma que j'ai plus lâché depuis 2011 et chemin faisant, aujourd'hui je me retrouve à la tête d'une école de maquillage. Voilà. Pour exercer dans le métier du maquillage professionnel, il faut obligatoirement suivre une formation professionnelle. Comment reconnaître un make-up de qualité? Là, on parle de professionnel. Déjà, par le tracé de sourcils. Le tracé de sourcils doit respecter une règle bien établie, une règle, je dirais, internationale d'ailleurs. Ensuite, la qualité de la pose des fards, la qualité du teint, la qualité de la démarcation et on va finir par la qualité du tracé de bouche. Chère dame, un maquillage dure entre 6 heures et 8 heures, pas plus. Au-delà de 8 heures, la peau commence à souffrir parce que les pores sont dans la majorité bouchés. Donc après 8 heures, il va falloir passer au démaquillage pour libérer la peau de tous les produits qu'elle a portés toute la journée, pour libérer les pores afin de laisser la peau respirer et se régénérer rapidement. Voilà. J'ai envie de danser un peu. Pourquoi? Parce que la Saint-Valentin, ça fait appel à l'amour. Qui n'aime pas l'amour? Donc, imaginez une femme qui est bien maquillée. Imaginez une femme qui est glamour le jour de la Saint-Valentin. Il n'y a pas un seul homme qui peut résister à ça. Non, je ne pense pas. Donc, le jour de la Saint-Valentin, un maquillage très bien réalisé, ça représente quelque chose d'assez chic,
c'est beau, c'est essentiel, c'est primordial même. Je dirais non. Le maquillage d'une dame, ça sera un maquillage assez standard, assez soft. Et pour une jeune fille, on pourra se permettre d'exploser les couleurs, on pourra se permettre d'allumer la bouche, on pourra se permettre de porter des faux cils. Donc, c'est pas pareil. Un très beau make-up élaboré par une professionnelle, je dis bien élaboré par une professionnelle, va coûter autour de 30 à 35 000. Une femme peut se maquiller tous les jours, à condition qu'elle se démaquille tous les soirs. C'est de faire tout seul. Optez pour une belle bouche rouge. Irrésistible, je vous garantis. Je dirais oui et non. Mais ce que je vous réserve, c'est quelques démos pour vous montrer différents modèles de maquillage que vous pouvez porter le jour de la Saint-Valentin. Allons-y. C'est la Saint-Valentin, petite astuce pour toutes ces femmes qui reviennent rapidement du boulot, qui ont envie de se faire belle pour leur chien. Donc, vous ne savez pas vous maquiller, mais vous avez envie d'être jolie. Commencez juste par rediscipliner vos sourcils vers le haut. Tout simplement. À l'aide d'une brosse à sourcils. Ensuite, bien unifier le teint. À l'aide du fond de teint, il faut juste unifier la peau du visage, mais pas vraiment en mettre léger. Le fond de teint va permettre d'unifier la peau, de descendre la fatigue, de vous donner une très bonne mine. Alors, je disais de ne pas en mettre assez. Il faut prendre juste quelques petites pincées de fond de teint. Juste réveiller la peau. Vous n'êtes pas des professionnels, donc on va aller doucement pour éviter la démarcation avec le cou. Voilà. Ensuite, on va passer à la bouche. Et pour la bouche, c'est la Saint-Valentin. Pourquoi pas un joli rouge? Vin, pourquoi pas. Donc, je récupère la matière que voici. Je vais le poser sur les lèvres. On parle de Saint-Valentin, on parle de glamour, on parle de chic. Alors, deuxième petite astuce, c'est de prendre une pincée de gloss transparent et de venir poser sur les lèvres. Les lèvres déjà matifiées au rouge. Donc, très chers hommes, qui peut résister à une belle bouche rouge glossy de la sorte? C'est facile à réaliser, mesdames, n'ayez pas peur. On va finir notre maquillage avec la pose de la poudre. La poudre qui va venir matifier le visage. Très chère dame, pour réaliser ce maquillage assez simple, assez chic, assez glamour, assez dynamique, il vous faut juste rediscipliner vos sourcils, ensuite rafraîchir le teint, poser une petite couche de bronzer, dessiner une belle bouche rouge qu'on va glossy et le tout est joué. Bonne Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin, je vous propose 3 différents maquillages que vous allez, je pense, aimer. Allons-y. Modèle numéro 1. Le modèle numéro 1 porte un total nude avec une belle bouche rouge glossy. Le maquillage que le modèle numéro 1 porte peut se porter le jour comme le soir.
Donc pour toutes les femmes qui n'aiment pas trop se maquiller mais qui ont envie de se sublimer ce jour-là, je vous conseille ce modèle. Modèle numéro 2. Pour le modèle numéro 2, je vous propose un cut plus plein avec un double eyeliner pailleté, avec une belle bouche nude. Ce maquillage est un maquillage assez sophistiqué, donc réservé aux professionnels du domaine. Modèle numéro 3. Le modèle numéro 3 vous propose un chic maquillage glamour, une belle bouche pailletée bien précisée avec un beau camailleux de nude. Ce maquillage est un maquillage du soir, exclusivement un maquillage du soir. Donc pour celles qui ont envie de briller, de shiner, de tout feu, tout flamme, voilà. C'est la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Restez belle, restez chic. Surtout, restez connectés sur l'intelligent.tv. À l'équipe de l'intelligent.tv, je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de succès. Et ma plus grande joie, ce sera qu'on se retrouve très vite sur le grand canal. Demain à 18 h pour un autre point de l'actualité avec toute l'équipe de l'intelligent.tv, la web TV dont vous rêvez. Portez-vous bien.